Framingham, c'est la première grande étude qu'on appelle épidémiologique d'observation des maladies, de leur évolution à partir de populations qu'on connaît au départ, puis on voit en fonction des diverses caractéristiques qu'elles ont au début d'analyse, comment évoluent leurs maladies ou comment apparaissent les maladies. Dans cette diapositive, voici les résultats de l'observation entre 1980 et 2003. Et là, si vous voyez qu'en gris, les colonnes classées par tranche d'âge, les hommes sont en gris, les femmes sont en blanc. Et vous voyez que, de façon contraire à ce qu'on est en train de dire, le taux de maladie chez les femmes est plus faible que chez les hommes, et ça à toutes les tranches d'âge. Et donc ça vient de 80 à 2003. Et ça correspond tout à fait avec l'idée qu'on a eue à la fac de médecine, dans laquelle on a été élevé, que les femmes sont moins malades cardiovasculaires que les hommes. Et donc, beaucoup de gens, ça participe de l'éducation et de la façon dont on va soupçonner l'existence d'une maladie chez une femme, puisque dans l'esprit de chaque médecin, jusqu'à très peu, c'est vraiment très récent, l'idée de s'intéresser au cœur de femmes, les femmes étaient globalement moins malades que les hommes. Avec cet a priori inconscient, les diagnostics étaient moins fréquemment faits. Diapo suivante. Quand vous observez un autre grand registre, mais qui est un petit peu plus récent, vous voyez, qui se termine à peu près à la même année, en 2004 au lieu de 2003, mais qui a débuté beaucoup plus tard, en 99 et 2004, donc qui donne une idée beaucoup plus actuelle du taux de maladie chez les femmes, vous voyez que là, la courbe s'inverse. De 20 à 39 ans, c'est pas significatif, il y a toujours moins de malades chez les femmes, mais à partir de 40 ans et au-delà, le taux de maladie cardiovasculaire chez les femmes est plus élevé. C'est-à-dire que cette notion de maladie cardiovasculaire plus importante chez les femmes est relativement récente, et ça apparaît dans des registres. Et quand les registres sont plus récents, on le met en évidence alors que ce n'était pas le cas avant. Diapo suivante. Voici un autre registre encore qui est un gros registre sur des populations de dizaines de milliers de personnes, hein, donc c'est vraiment très très significatif comme différence. Et vous voyez que les maladies totales cardiovasculaires chez les hommes, maintenant, hein, actuellement, ça date de 94 ou 95, est plus faible chez l'homme que chez la femme. La colonne grisée, la grosse colonne grisée, maladie cardiovasculaire, à gauche, chez l'homme, c'est 410 365 aux États-Unis. Là, ce sont en fait des décès cardiovasculaires. Et les décès cardiovasculaires sont moins fréquents chez l'homme que chez la femme, puisqu'il y a une différence 410 365 et 461 152. On établit que les femmes ont plus de maladies cardiovasculaires que les hommes. Diapo suivante. Pourquoi? Alors, il y a pas mal de façons dont on peut expliquer cette évolution statistique du diagnostic de maladie cardiovasculaire chez les femmes. Dans cette diapositive qui est extrait d'une publication du NHS, le National Heart Study, probablement du NIH, du National Institute of Health. Avant 85, la prévalence des maladies cardiovasculaires chez les femmes était plus basse que chez les hommes, comme je vous ai dit auparavant. Ça peut être dû soit à une réelle prévalence plus faible, soit à un sous-diagnostic des maladies. La courbe s'inverse à peu près en 84, et puis le taux de maladie cardiovasculaire est de plus en plus diagnostiqué chez la femme, alors que parallèlement chez l'homme, elle diminue, puisque bien diagnostiqués, les hommes sont plus traités et mieux traités. Cette courbe est liée au travail d'une dame qui s'appelle Beatrice Healy, qui est devenue directrice du NIH, et elle a appelé ça le syndrome de Yentl. Le syndrome de Yentl fait référence à une nouvelle de Isaac Singer, un roman. Je ne sais pas si vous connaissez, je vois qu'il y a des gens qui connaissent dans la salle. Yentl, c'est une dame qui était une jeune fille juive qui voulait une éducation talmudique, et comme elle ne pouvait pas l'avoir, elle s'est déguisée en homme. Il y a eu un roman qui a fait beaucoup de succès, il y a eu un très bon film que je vous conseille avec Barbara Streisand qui joue le rôle, c'est extraordinaire. En tout cas, le syndrome, le concept, c'est que si on veut qu'on s'intéresse à vous, il faut mieux que vous soyez un homme qu'une femme. Et c'est pas toujours, mais c'est de moins en moins vrai. C'est de moins en moins vrai. J'ai tendance à dire, même d'ailleurs hier à la télé, il y avait sur France 2 une éducation des hommes à être des hommes. Il y a des groupes comme ça qui se réunissent pour devenir des hommes, parce qu'il n'y a plus d'hommes. Diane Dufresne chantait que le dernier c'était Elvis Presley. Mais il n'y a plus d'hommes maintenant. Bon, ça c'est un autre problème. En tout cas, la prévalence de maladie cardiovasculaire chez les femmes est plus nette à partir de 84, et elle disait,
Béatrice Elie, qu'une femme n'aura de traitement approprié de la maladie coronaire qu'après la mise en évidence d'un rétrécissement artériel. C'est-à-dire qu'on cherchait la lésion qu'on a bien mis en évidence chez l'homme, le rétrécissement des artères coronaires, et tant qu'on ne le trouvait pas, on disait que bon, elle était folle, ça allait pas, mais c'était pas ça. Mais on ne faisait pas de diagnostic d'une maladie quelconque. Diapo suivante. Alors donc, pourquoi ces différences? Donc, la maladie des artères coronaires, la maladie la plus fréquente, celle dont on parle, l'athérosclérose, est globalement très sous-estimée chez la femme. Comme vous a dit Gilles, les études sont peu représentatives pour les femmes, elles sont aussi peu représentatives pour les gens très âgés, et aussi pour les minorités ethniques, parce que quand on dit les femmes, mais c'est aussi vrai pour les noirs, pour les jaunes, il y a des différences de prévalence des maladies qui sont très nettes et très, très variables. Il y a des maladies spécifiquement asiatiques, par exemple. On y viendra tout à l'heure, ce n'est pas les maladies coronariennes, en rythmologie, il y a des maladies très spécifiquement asiatiques. La dysplasie du ventricule droit ou le syndrome de Brugada. Une autre raison pour laquelle le diagnostic n'est pas souvent fait, c'est l'épreuve d'effort, qui est normalement le premier examen qu'on fait pour dépister la maladie coronarienne. Et c'est moins spécifique, et c'est plus difficile de mettre en évidence une pathologie coronarienne à partir de l'épreuve d'effort, qui est donc l'examen clé initial, pour des raisons multiples, parce que un des critères principaux d'analyse de cet examen, c'est une modification spécifique de l'électrocardiogramme qui est plus fréquente chez la femme que chez l'homme, sans que ça veuille dire pour autant qu'il y ait une maladie coronarienne. Donc l'interprétation en est plus difficile. Et comme vous a dit Gilles aussi, les traitements sont sous-optimaux, à la fois par sous-diagnostic et surtout par sous-diagnostic. Et dans ces cas-là, le traitement de l'hypertension artérielle est moins fait, les statines sont moins données, et y compris la rééducation cardiovasculaire après infarctus du myocarde est moins prescrite chez la femme que chez l'homme. Un point très important, c'est que 40 à 50% des femmes qui ont des signes qu'on appelle d'ischémie cardiaque n'ont pas de lésion coronaire. Qu'est-ce que c'est l'ischémie cardiaque? Eh bien, c'est la mise en évidence de la souffrance d'une partie du cœur. Cette souffrance, liée à un manque d'oxygène, liée à un manque d'apport sanguin, on l'appelle ischémie dans notre jargon. C'est différent de la présence d'un rétrécissement artériel, c'en est la conséquence physiologique. C'est ce qui, la plupart du temps, s'exprime sous la forme d'une douleur thoracique, qu'on appelle l'angine de poitrine, qui sert dans la poitrine, souvent à l'effort, plus rarement au repos. Et beaucoup de femmes qui ont des signes d'ischémie cardiaque, on leur fait un scanner coronaire, on leur fait une coronarographie, on ne trouve pas de rétrécissement. La raison en est qu'il y a toute une pathologie très loin après la naissance de l'artère. Au moment où l'artère se divise, elle est toute petite, et ça se voit pas à la coronarographie. On appelle ça la dysfonction microvasculaire, et c'est pourtant une authentique maladie qui donne authentiquement de l'ischémie et qui augmente la mortalité. C'est beaucoup plus fréquent chez la femme que chez l'homme. Et là, en fait, pratiquement une femme sur deux avec des signes d'ischémie cardiaque. Une des raisons expliquées pour la prévalence plus importante chez la femme de ce type de pathologie, c'est le diabète, qui est plus fréquent chez la femme que chez l'homme. C'est l'existence d'une inflammation chronique, qui est plus fréquente chez la femme que chez l'homme. L'auto-immunité est beaucoup plus fréquente chez la femme que chez l'homme. L'inflammation, qui s'accompagne de la sécrétion d'anticorps contre le propre corps du patient, qu'on appelle l'auto-immunité, entraîne des lésions vasculaires, des petits vaisseaux qui entraînent ce genre de pathologie, et c'est plus fréquent chez la femme. Le déficit hormonal, il a été longtemps identifié qu'une ménopause survenant de façon précoce entraîne l'augmentation du taux de maladie cardiovasculaire. Et alors, beaucoup plus récemment, le stress. Alors le stress, c'est un peu quelque chose de complexe, puisque le stress a 36 000 définitions, avec le seul point commun du stress, c'est que chacun s'estime plus stressé que son voisin. Mais à part ça, c'est plein de choses, le stress. Et chez la femme, il y a un stress qui est important, vraiment très important statistiquement, c'est les abus sexuels. Les abus sexuels dans l'enfance sont souvent, dans l'enfance ou plus tard, sont souvent sous-diagnostiqués et alors entraînent des états de stress chronique dont les gens ont énormément de mal à récupérer. La dépression est aussi une maladie beaucoup plus fréquente chez la femme que chez l'homme. Et il y en a un syndrome qui a été individualisé, qui s'appelle le Takotsubo. Alors, vous ne connaissez certainement pas ce terme, le Takotsubo. Eh bien, c'est la réaction cardiaque à un très grand stress et qui est beaucoup plus féminine que masculine. Et dans ce syndrome, une femme soumise à un deuil ou à une agression, quelque chose d'important, il faut vraiment que le stress soit important, peut développer une insuffisance cardiaque ou des douleurs thoraciques, vraiment un aspect d'ischémie intense, avec une modification de la géométrie du ventricule gauche,
qui va se contracter d'une façon très particulière, donnant aux examens d'imagerie un aspect qui ressemble à celui de pêcheurs japonais qui ont une nasse à poisson qu'ils appellent le takotsubo. C'est le nom japonais de cette nasse, et le ventricule se contracte, ça ressemble à ça. C'est pour ça que ce syndrome vient de là. C'est réversible en général, c'est lié à une immense décharge d'adrénaline, et c'est assez spécifiquement féminin. C'est 90% de ce syndrome sont des femmes. Donc c'est pour vous donner une image directe de l'impact du stress sur le cœur. Alors, je vous ai dit que le diagnostic de la prévalence élevée chez la femme avait eu lieu vers 84, et le NHLBI en 1991 a débuté une étude qui s'appelle la Women's Ischemia Syndrome Evaluation. Ça fait WISE, ce que je lis en anglais parce que ça fait sage. On s'intéresse aux femmes, on est sage. C'est bien ça. À ce moment-là, en 91, devant l'évidence de la différence, des mesures ont été prises pour les campagnes, ont commencé pour mettre en évidence que les médecins s'intéressent à ces maladies chez la femme. Et à partir de là, vous voyez que la courbe rouge commence à s'inverser à partir du début des années 2000, et à nouveau, la prévalence diminue parce que comme quoi le fait de faire des campagnes ou des opérations comme aujourd'hui, ça marche. Diapo suivante. Ils sont spécifiques de la femme, en tout cas l'une très spécifique et l'autre qui est plus fréquente chez la femme. Ça, c'est pour vous faire un petit cours de médecine, parce que je pense que c'est intéressant pour vous que vous puissiez apprendre quelque chose. Et l'hypertension artérielle, il y a une forme d'hypertension artérielle qui se développe pendant la grossesse, qu'on appelle l'hypertension gravidique. C'est fréquent, c'est 6 à 8% des grossesses et de 11 à 25% en Afrique. Et ça se complique d'une sorte de maladie importante qui s'appelle la prééclampsie et l'éclampsie. Est-ce que vous connaissez ce terme, éclampsie ou prééclampsie? Levez la main, ceux qui connaissent ce terme, pas les médecins. Bon, donc il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas très bien. Eh ben, c'est une complication de la grossesse, et elle est vraiment importante, hein, il faut vraiment la rechercher, où les femmes développent une hypertension artérielle pendant la grossesse, en général c'est après la 20e semaine, avec une prise de poids, des œdèmes et une forte hypertension artérielle et de l'apparition d'albumine dans les urines. Ça menace le fœtus et ça se complique dans 1% des cas de l'éclampsie, qui est vraiment une maladie très grave, avec des convulsions, des saignements dans le cerveau. Et c'est lié à une modification hormonale liée au placenta. Donc c'est vraiment spécifiquement féminin, cette maladie, la prééclampsie et l'éclampsie. Bon, évidemment, ça concerne les femmes en âge de procréer, mais c'est vraiment très spécifique. Une autre maladie, c'est l'insuffisance cardiaque à cœur normal quasiment. Quand quelqu'un est essoufflé parce qu'il a une atteinte cardiaque, on va lui faire divers examens pour essayer de voir qu'est-ce que c'est cette atteinte cardiaque, et on va faire une échographie, un IRM, on va étudier la façon dont le cœur se contracte. Il y a un index qu'on appelle la fraction d'éjection du ventricule gauche, qui est de l'ordre de 70%, qui montre que le cœur est considéré se contracter normalement lorsque la fraction d'éjection est à 70%. Et il y a des gens qui ont une authentique insuffisance cardiaque avec des œdèmes, un essoufflement majeur, mais dont le cœur se contracte normalement. Parce que ce n'est pas une maladie de la contraction, c'est une maladie de la décontraction du cœur. Le cœur se contracte bien, mais il a du mal à se décontracter, ce qui fait qu'il a du mal à se remplir avant de se vider, ce qui fait que le débit cardiaque chute. Et dans cette grande étude-là, publiée par Massoudi en 2003, c'est un registre de Medicare, qui est la sécurité sociale américaine, si je veux dire. 19 710 patients avec insuffisance cardiaque, et dans les gens qui ont la population en fraction d'éjection normale, c'était 35%, et dans ces 35%, 79% étaient des femmes. Donc c'est vraiment quelque chose qui est beaucoup plus féminin que masculin. Diapositive suivante. Comment essayer d'aider les femmes qui ont ce genre de pathologie, une maladie cardiovasculaire en général? Dans cette grande étude, qui s'appelle l'étude Enter-Heart, qui a été publiée en 2004, on a évalué les risques relatifs d'infarctus du myocarde, donc une maladie à l'intérieur des maladies cardiovasculaires, c'est la plus fréquente et la plus importante. Par facteur, et vous voyez c'est important, mais c'est international, il y a 52 pays qui ont participé, on a étudié 15 152 patients, comparés à 14 820 personnes qui n'avaient pas de maladie. Et les facteurs de risque sont classés par ordre décroissant. Le plus important, c'est le cholestérol. L'élévation de ApoB sur ApoA1, c'est un index du taux de cholestérol. Et quand il est élevé, 3,25
chance, on fait 3,25 fois plus d'infarctus du myocarde quand on a du cholestérol que quand on n'en a pas. Le tabagisme vient en deuxième. Et notez un point qui est peu mis en évidence à l'heure actuelle, c'est les facteurs psychosociaux qui arrivent en troisième. Devant le diabète, devant l'hypertension artérielle, devant l'obésité abdominale, devant la consommation de fruits et légumes, qui, elle, est protectrice, vous voyez que le chiffre d'affaires à 1. Et la bonne nouvelle, c'est que la consommation régulière d'alcool est protectrice. C'est pas nouveau, hein, c'est un truc, c'est pas nouveau. Le seul, il y a énormément de débats là-dessus, parce qu'il faut boire, et de préférence du pinard, de préférence du rouge, de préférence du bordeaux. Ça, c'est ma... Mais le problème, c'est... Le problème de la consommation d'alcool, c'est que ça fait du bien aux vaisseaux, aux artères, mais ça ne fait pas du bien au foie et au tube digestif, et que passer 2 verres, le taux de cancer digestif annule complètement le bénéfice cardiovasculaire, et que en fait, c'est bien pour enjoliver la vie à petite dose. Et comme tout à petite dose, c'est meilleur que une grosse dose. Modifiable. On peut toujours influer sur tous ces facteurs-là, on peut baisser le cholestérol, on peut arrêter de fumer. Facteurs psychosociaux, on va voir. Diapo suivante. Les facteurs psychosociaux, c'est important et c'est pris maintenant en compte dans l'évaluation des personnes à risque, que ce soit les hommes ou les femmes d'ailleurs. Et dans les dernières recommandations de la Société européenne de cardiologie de 2016, c'est classé comme un point important à mettre en évidence. Il faut interroger les gens pour savoir s'ils ont des stress particuliers, s'ils vivent mal, si on peut les aider en tout cas à identifier ce facteur-là. Un point important, c'est que tout ce dont on parle, pour essayer d'éviter d'être malade, on l'appelle facteur de risque. Hein, tout ce que je vous ai dit, la cholestérol, l'hypertension, on va essayer de traiter les facteurs de risque. On n'a pas essayé, jusqu'à l'heure actuelle, d'inverser le problème et de chercher plutôt des facteurs positifs, plutôt que d'essayer de gommer ce qui n'est pas bon, essayer de faire fleurir ce qui est bon. On ne l'a pas fait à l'heure actuelle, ça n'existe pas encore. Et ça, c'est vraiment un truc qui concerne les femmes au plus haut point et qu'on va essayer de mettre en évidence, je l'espère, dans le développement de la cardiologie préventive par la suite. Les facteurs positifs peuvent être évalués et par exemple la Whitehall Study qui a été publiée il n'y a pas très longtemps, fin 2011, on a étudié la satisfaction dans 7 domaines de la vie, le métier, la famille, l'amour, chez 7956 sujets, dont 2460 femmes. Vous voyez à nouveau, dans une étude récente, qu'il y a moins de femmes. Hein, c'est vraiment, on n'est pas totalement guéri de cette déconsidération des femmes dans les études. En tout cas, quand on considère métier, famille, amour, quand on est satisfait de sa vie, eh bien, on a à 5 ans un risque de maladie coronaire qui est diminué, puisqu'il y a un risque relatif à 0,87. C'est-à-dire qu'on fait moins de maladies coronaires si on est heureux. Hein, finalement, d'ailleurs, il y a quand même beaucoup de choses dans la vie qui se résument à la question « Êtes-vous heureux ?» Et là, si on arrive à répondre oui à cette question, on a résolu beaucoup de problèmes. Et alors, pour aller un petit peu plus loin, 2007, à nouveau l'étude de Framingham, la Framingham Offspring Study, qui a évalué les conflits, les tensions et le statut marital. 3682 participants de 48 ans, dont 52% de femmes. Ah, là, ça y est, on est dans la bonne statistique. On a mesuré les conflits, le statut marital et les facteurs de risque classiques sur 10 ans. On a corrigé en fonction des facteurs de risque classiques tout ce qu'on appelle les facteurs confondants, c'est-à-dire que si vous êtes heureux mais que vous fumez, le tabac va diminuer, en même temps le hétéro, ça va vous rendre... On a dit ok, on annule tous les facteurs de risque classiques et on regarde, et les hommes mariés meurent 2 fois moins que les autres. Ça vaut le coup d'être heureux, hein? Pareil pour les femmes? Attendez. Il n'y a pas que les femmes. C'est la moitié de la population, les hommes. On les oublie. Dans 10 ans, on va faire un truc, et l'homme là-dedans, où est-ce qu'il est? Les hommes, j'arrive pas à le dire, les hommes malheureux au travail ont 2,7 fois plus de maladies cardiovasculaires. Et les femmes qui s'auto-imposent le silence pendant les conflits conjugaux meurent 4 fois plus. Alors vous voyez la magnitude de l'effet, et ça c'est quelque chose sur lequel on peut agir. Ça fait rire le chirurgien, c'est sûr que... Mais c'est un phénomène réel, c'est l'étude de Framingham. C'est l'étude de Framingham. Alors, évidemment, on peut en rire, c'est pas dans l'esprit médical habituel. Moi je crois beaucoup dans ce genre de choses, et je crois que c'est ça l'avenir. Je crois que l'avenir de la médecine, elle n'est pas seulement à
boucher les trous, augmenter dilater les rétrécissements, elle est aussi en amont. Et en amont, pas seulement en corrigeant ce qui n'est pas bien, mais en essayant au contraire d'optimiser ce qui va mieux. La psychologie positive développée par Martin Seligman de l'Université de Pennsylvanie, c'est exactement ça. C'est tout un domaine de la psychologie, mais c'est quelque chose qui est en plein essor. On entend parler beaucoup dans la civilisation occidentale de méditation, de yoga, des choses comme ça. Et bien, il y a quelque chose dans ce mouvement de fond de la société et d'évolution psychologique dans les sociétés occidentales qui va avoir des applications cardiovasculaires pourvu qu'on le traite, qu'on le prenne vraiment en considération, et c'est ce que suggèrent les recommandations de la Société européenne de cardiologie. Mais à l'heure actuelle, on ne sait pas très bien par quel bout prendre. Mais il y a à l'évidence, toutes les études statistiques le montrent, un terrain de recherche et un terrain de développement pour le futur qui est très positif. Merci. Merci beaucoup, professeur.